Bonjour à tous, bon appétit. Il est actuellement midi ici en Ontario et nous commençons donc ce webinaire sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur, la nutrition pendant la gestation. Donc on va parler reproduction canine ce midi pendant une petite heure. Je pense aujourd'hui qu'en médecine vétérinaire, on cherche de plus en plus à diversifier nos activités, à proposer des nouveaux services. Et un des secteurs dans lesquels on peut vraiment diversifier, aujourd'hui, c'est vraiment la reproduction canine, qui est un secteur souvent un peu négligé de notre activité. Et c'est quelque chose d'important parce que de temps en temps, on peut avoir des questions justement sur la nutrition pendant la gestation chez la chienne, chez la chatte. Et les réponses qu'on doit apporter à nos clients sont essentielles parce que cette nutrition joue vraiment un rôle critique dans la santé de la chienne et également la santé de la chienne et la santé de la chatte et également la santé des chiots et des chatons à naître. Et à mon sens, c'est souvent quelque chose qu'on néglige un petit peu en médecine vétérinaire, mais ça touche vraiment tout le monde, même des spécialistes comme moi. Comme vous le savez peut-être, si vous avez lu ma bio, je suis diplômé du Collège européen de reproduction animale. Donc pendant 7 ans, de 2004 à 2011, j'ai travaillé dans 7 écoles vétérinaires, l'école vétérinaire d'Alfort, donc là, c'est la photo de la façade, c'est pas une prison, où en fait je faisais exclusivement de la reproduction des petits animaux. Donc on faisait des chirurgies de l'appareil génital, nous avions des consultations de pathologie de la reproduction, nous avions des consultations d'infertilité, nous faisions régulièrement des inséminations, des visites d'élevage, c'était vraiment le cœur de notre activité. Enfin, on était dédié à la fonction de reproduction chez le chien et le chat. Mais néanmoins, pendant ces 7 années, je dois bien avouer que très très rarement, j'ai abordé le problème de la nutrition pendant la gestation avec mes clients. Et je pense pour une raison toute simple, c'est que la majorité de mes clients étaient des éleveurs de chiens, de chats, et j'ai toujours assumé, j'ai toujours cru que c'était un sujet qu'il ne valait pas la peine d'aborder avec eux, parce qu'ils devaient certainement savoir déjà suffisamment bien comment nourrir une chienne gestante, comment nourrir une chatte gestante de façon à optimiser la gestation et la santé et les performances de reproduction de leurs animaux. Et en fait, je me suis vite rendu compte que j'avais tort sur ce point-là. En 2011, effectivement, ma vie a pris un tournant un peu inattendu puisque je suis parti vivre au Canada. J'ai été embauché par Royal Canin au Canada pour m'occuper justement du service technique pour nos clients éleveurs canins et félins. Donc, l'adaptation au climat, notamment à l'hiver, a été rude, mais après 4 ans passés ici, je m'y suis fait. Et c'est même quelque chose que je commence à apprécier. Voyez-vous, comme quoi tout est possible. Néanmoins, quand je suis arrivé ici, j'ai eu la chance de commencer à discuter avec de plus en plus d'éleveurs sur ces problèmes de nutrition, sur comment ils approchaient la nutrition dans leurs élevages, sur leurs chiennes gestantes. Et en fait, je me suis vite rendu compte que contrairement à ce que je croyais quand j'étais à l'école vétérinaire d'Alfort, il y avait dans ce domaine beaucoup d'idées reçues, beaucoup de mythes que les gens suivaient aveuglément, alors que malheureusement, en fait, ils faisaient des choses totalement inadaptées pour leurs animaux et qu'ils ne savaient pas utiliser, optimiser l'outil nutrition pendant la gestation. Donc, encore une fois, comme je le disais au début, en médecine vétérinaire, aujourd'hui, on cherche à diversifier nos activités, à offrir de nouveaux services. Et je pense qu'il y a là un vrai potentiel parce que la gestation, comme je le disais au début, joue un rôle critique. Et on va voir aujourd'hui, via 3 petits cas cliniques, à quel point cette nutrition est importante pendant la gestation. Et on va également aborder les points clés que vous devez communiquer à vos clients pour qu'ils utilisent l'outil nutrition de la façon la plus adaptée, la plus appropriée possible pour permettre justement d'optimiser les performances de reproduction de leurs animaux et également la santé des mères gestantes et des chiots et chatons à naître. Donc sans plus attendre, passons au premier cas. Alors si je vous montre cette photo-là, c'est une partie de mes activités à Royal Canin Canada et d'être sur la hotline vétérinaire. Donc, vous savez que quand vous avez des cas cliniques de médecine interne ou des questions sur la nutrition, souvent vous pouvez appeler cette ligne Royal Canin où vous avez des vétérinaires qui vont vous répondre. Et parmi ces vétérinaires, eh bien, il y a moi. Donc, si jamais vous avez besoin d'un second avis ou de conseils sur des cas de reproduction canine et féline ou de gestion de problèmes dans des collectivités canines et félines, je suis la personne qui va vous répondre. Et n'hésitez vraiment pas à utiliser ce service. Ça fait maintenant 4 ans qu'il est en place. Et depuis, on a eu beaucoup de consultations à travers tout le Canada. Et c'est justement d'une de ces consultations dont je vais vous parler, celle-ci.
Donc Stella, chienne croisée de 3 ans, en fait, le vétérinaire nous a appelé pour Stella parce qu'il avait un petit dilemme à résoudre. Stella était une chienne non stérilisée. Donc ses propriétaires habitaient en campagne et donc un jour, la chienne s'est échappée pendant plusieurs heures. Et quand ils l'ont finalement retrouvée, elle était en chaleur quand elle s'est échappée. Donc les propriétaires se posaient la question logiquement, puisqu'il y avait plein de mâles entiers autour qui auraient pu potentiellement l'assaillir. Est-ce qu'elle est gestante? Est-ce qu'il y a des chances qu'elle soit gestante? À quoi peut-on s'attendre? Donc, ils sont partis consulter leur vétérinaire et lui ont posé la question, elle s'est échappée, on ne sait pas trop si elle a été saillie ou pas. Est-ce qu'il y a une façon aujourd'hui de nous dire clairement si elle est gestante ou pas, ou si elle a été saillie ou pas? Donc ce que leur vétérinaire leur a proposé, c'est elle a été peut-être qu'elle a été saillie, mais aujourd'hui c'est difficile de dire si la saillie a fonctionné ou pas. Donc ce qu'il leur a recommandé, c'est de revenir 4 semaines après pour faire une échographie de gestation. Et je suis tout à fait d'accord avec cette approche, dans le sens où l'échographie reste la meilleure façon de faire un diagnostic de gestation précoce chez la chienne aujourd'hui. Et dans ce cas-là, c'est tout à fait indiqué. Pourquoi prendre des mesures drastiques si on n'est pas du tout sûr que la chienne soit gestante ou pas? Donc 4 semaines après, ils reviennent en consultation et à l'échographie, voilà ce qu'ils trouvent. Donc, vous voyez ce petit point rouge au milieu, là, que j'entoure en rouge au milieu de l'écran, c'est un embryon. Donc, aucun doute, à l'échographie, Stella était bien gestante. Donc, son escapade avait certainement été suivie d'une saillie et la chienne était gestante. Donc, on peut se demander ici, oui, ok, super, mais quel est l'intérêt de ce cas? La chienne est gestante, donc du coup, on peut effectivement discuter nutrition, etc. Mais où est la particularité de ce cas? En fait, je ne vous ai pas tout dit sur Stella. Et Stella, en fait, elle avait un historique médical. Son vétérinaire, quelques mois plus tôt, lui avait diagnostiqué en fait une maladie chronique, une pancréatite en fait, qui avait nécessité en fait une prise en charge médicale, et une partie du traitement était de mettre l'animal sous un aliment thérapeutique qui permettait de mieux contrôler les signes cliniques justement de la pancréatite. Donc pour le coup, le vétérinaire avait affaire à un dilemme ici, puisque cette chienne, pour contrôler sa maladie chronique, son problème médical, était sous un aliment thérapeutique. Donc, il se demandait est-ce qu'il devait la laisser sous cet aliment thérapeutique, ou est-ce qu'il devait au contraire la passer sous un aliment dédié à la gestation, qui pour le coup aurait mieux répondu à ses besoins nutritionnels. Donc, situation un peu particulière qui peut survenir de temps en temps, et pour laquelle, très honnêtement aujourd'hui, quand on regarde dans les bouquins de référence, on n'a pas vraiment de réponse. Donc, il s'est tourné vers nous en disant qu'est-ce que vous nous conseillerez dans ce type de cas? Quelles seraient vos recommandations nutritionnelles pour ce genre de situation où on a un animal qui souffre d'une condition chronique, mais qui pour le coup, en même temps, développe une gestation? Donc, pour répondre à cette question, je pense que dans un premier temps, ce qu'il est essentiel de faire, c'est de bien comprendre comment on nourrit une chienne pendant la gestation. Et pour le coup, je suis sûr que vous êtes familier avec ce graphe qui est en train d'apparaître sur votre écran. Donc, chez la chienne, vous savez que la gestation est très très rapide et très très courte si on compare aux grands animaux et même à l'espèce humaine. En 2 mois, on va passer du stade gamète, où on a la fusion du spermatozoïde et de l'ovule, à un chiot tout à fait prêt, un chiot prêt à être expulsé de l'utérus de sa mère. 2 mois. En fait, on est même plus précis que ça, puisque la gestation chez la chienne dure 63 jours, plus ou moins un jour près, post-ovulation. Vous connaissez la date d'ovulation, vous pouvez déjà prédire quand la chienne va mettre bas. Chez la chatte, c'est à peu près pareil, puisqu'on sait qu'en fait, la gestation chez la chatte, c'est 65 jours à plus ou moins un jour près, post-ovulation. Donc, mais du coup, on a une croissance qui est très très rapide. Et cette croissance, elle peut être très rapide, mais quand on regarde en fait, on se rend compte qu'il y a 2 phases. Quand vous regardez ce graphe, la ligne rouge ici représente le gain de poids pendant la gestation chez la chienne. Et on a 2 phases en fait. La première phase va de 0 à 42 jours de gestation. Et pendant cette phase, on voit qu'on a en fait une faible modification du poids de la chienne. Donc, pendant cette phase, généralement, on va laisser l'animal sous son aliment de maintenance parce que l'élément clé qu'il faut communiquer à vos propriétaires, à vos clients, c'est que ces chiots, ils vont prendre 70% de leur poids final de naissance dans les 20 derniers jours de gestation. Donc cette dernière phase, de 42 à 63 jours, c'est là où on va avoir le maximum de la croissance des embryons et des fœtus, pendant 20 jours.
Et c'est important parce que, en fait, un des mythes, beaucoup de clients avec qui je parle souvent me disent oui, ben, la chienne est gestante, cette gestation se déroule très très vite. Donc en fait, si elle est gestante et que ça va très vite, elle est en train de construire en quelque sorte ses futurs chiots. Donc du coup, elle a besoin de plus d'énergie, de plus de protéines, de plus de minéraux, de calcium, de phosphore, de plus tout. Donc dès le début de la gestation, ils vont ou lui donner de l'aliment à volonté, ou tout de suite lui donner un aliment type croissance, un aliment type chiot, dès le début pour justement offrir plus d'énergie, de protéines, de calcium, etc. Mais en faisant ça, vous comprenez bien que pour le coup, ça ne répond pas du tout à la réalité biologique de la chienne, où en fait la croissance est surtout pendant les 20 derniers jours de gestation. C'est pour ça que chez la chienne, on vous recommande encore une fois de laisser l'animal sous son aliment de maintenance jusqu'à 42 jours de gestation, et puis la transférer sous un aliment type croissance, encore une fois un aliment type chiot, entre 40 à 63 jours de gestation, pour justement répondre aux besoins accrus en nutriments, 3 nutriments essentiels, énergie, protéines et calcium et phosphore, durant ces 20 derniers jours de gestation. Et le problème, si les gens ne respectent pas ces recommandations, s'ils font, comme je l'ai dit au début, que dès le début de la gestation, ils donnent ou un aliment croissance ou un aliment à volonté, ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous savez qu'on a un excès énergétique et cet excès d'énergie est généralement converti en matière grasse. Cette matière grasse a une fâcheuse tendance à infiltrer les muscles et un des muscles les plus importants chez la chienne gestante, ça va être le myomètre, la partie contractile de l'utérus. La matière grasse qui infiltre les muscles et donc le myomètre va automatiquement diminuer la capacité de ces muscles à se contracter. Et c'est aujourd'hui quelque chose qu'on connaît bien en médecine humaine et qui a également été montré en médecine vétérinaire. Les chiennes qui sont ou en état d'obésité ou en surpoids ont plus de difficultés à mettre bas que des chiennes qui sont en état optimal d'embonpoint. En médecine humaine, on a même ces données sur le type sur le pattern de contraction utérine au moment de la mise bas en fonction de l'état d'embonpoint des individus. Vous voyez que, en fait, quand les individus sont ou en surpoids ou obèses, on a des contractions qui sont moins fréquentes, plus faibles en intensité, et automatiquement, ça va augmenter le risque d'avoir affaire à des difficultés à la mise basse qu'on appelle des dystocies. Même chose chez la chienne, pour le coup, on peut avoir des contractions plus faibles, plus espacées, qui, pour le coup, ont des conséquences sur le déroulement de la mise bas. Et celui-ci est vraiment essentiel, parce que vous savez que si dans des cas normaux, dans des mises bas normales, on a environ 10 à 15% de mortalité néonatale, dans des mises bas normales. Quand on a affaire à des mises bas difficiles, des dystocies, on va pour le coup avoir des taux de mortalité néonatale qui vont avoisiner les 40%. Donc ça a non seulement l'état d'embonpoint pendant la gestation va non seulement avoir un impact sur le déroulement de la mise bas, mais aussi sur la survie des chiots. Donc on pourrait se dire, ok, mais qu'est-ce qui se passe dans l'état inverse? Qu'est-ce qui se passe si les gens, justement, ne respectent pas ce plan de rationnement pendant la gestation et ne passent pas l'animal à un aliment plus énergétique pendant les 20 derniers jours? Ce qui risque de se produire, c'est que pour le coup, on aura un animal en sous-poids, une chienne un peu trop maigre, et quand ces chiennes sont trop maigres, le problème, c'est que pour le coup, les contractions utérines, vous voyez ici, sont plus fortes, mais beaucoup plus fréquentes. C'est des contractions qu'on dit spastiques, et du coup, l'utérus se contracte de façon totalement non coordonnée, qui là encore peut augmenter les risques de difficultés à la mise bas. Donc vous comprenez que la façon dont on nourrit une chienne durant la gestation est cruciale, parce que encore une fois, ça va impacter le déroulement de la mise bas et ça va également impacter la survie des chiots nouveau-nés. Donc, mais dans ce cas présent ici, qu'est-ce qu'on devrait faire? Parce que vous comprenez bien que pour le coup, on n'est pas sur une chienne qui est en parfaite santé. On n'est pas sur une chienne qui n'a aucun problème médical. On est dans un cas vraiment spécifique où on a une chienne qui souffre d'une maladie chronique, pour le coup, qui est non partie du traitement, c'est cet aliment thérapeutique. Donc, je pense qu'un élément essentiel à toujours avancer à nos clients, c'est que dans ce genre de cas, en règle, la règle est qu'on ne recommande pas de mettre à la reproduction des animaux qui souffrent de problèmes chroniques. Le problème est que quand ces chiennes vont être gestantes, on sait que les hormones sexuelles pendant la gestation ont de nombreux effets sur le corps et toute maladie chronique peut éventuellement voir ses signes cliniques exacerbés pendant la gestation,
à cause de l'influence de ces hormones. Donc vraiment difficile de dire qu'est-ce qui va se passer dans un cas comme celui-ci si la chienne est gestante. Il y a toujours un risque de voir l'animal décompensé en quelque sorte et voir une explosion ou une augmentation de la sévérité des symptômes. Donc, à cause de ce risque, je pense que quand on est affaire à ce genre de cas, il est toujours important de discuter avec le client éventuellement d'une procédure d'avortement médical. Ici, gardez à l'esprit que la chienne est à peu près 4 semaines de gestation. Donc, on est au tout début de la gestation, donc on peut facilement, avec une bonne assurance, avec beaucoup d'assurance, entre guillemets, et beaucoup de sûreté, proposer un protocole d'avortement médical. On a aujourd'hui ce genre de protocole disponible en médecine vétérinaire chez la chienne et chez la chatte. Et c'est quelque chose que je peux vous fournir si jamais vous êtes intéressé. Mais on peut proposer ce genre d'avortement à visée thérapeutique justement pour éviter que le problème ne s'accentue pendant la gestation. Rappelez-vous que tout avortement médical entrepris avant 35 jours de gestation ne conduira à généralement aucun signe clinique chez la chienne, c'est-à-dire que vous ne verrez pas de perte vaginale, pas d'expulsion de fœtus, etc. Ce sera complètement invisible pour les propriétaires dans la majorité des cas. Après 35 jours, on peut avoir des pertes, etc. Mais avant, et comme c'est le cas ici, on est à peu près à 4 semaines, c'est quelque chose qui passera totalement inaperçu et qui devrait faire partie de la discussion avec le client. Donc ici, c'est ce que nous avons proposé dans un premier temps aux clients, mais ils ont réfléchi et ils nous ont dit non, vous savez, finalement, on voudrait vraiment garder ces chiots, on ne veut pas d'avortement médical, on comprend qu'il y a des risques pour le coup, mais on voudrait vraiment tenter de garder les chiots, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer pour le coup? Et le vétérinaire, du coup, nous a rappelé en disant, ok, on a ce risque d'avortement, les propriétaires refusent l'avortement médical, comment on approche la nutrition dans ce cas précis? Donc, il est bien clair qu'aujourd'hui, comme je vous le disais au début, dans les livres de référence, ce genre de situation n'est absolument pas décrit. Donc, par contre, du coup, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on va prioriser? Est-ce qu'on donne en priorité, est-ce qu'on donne la priorité à l'aliment thérapeutique, qui pour le coup aide à contrôler les symptômes cliniques de la maladie chronique de l'animal, ou est-ce qu'on donne la priorité à l'aliment gestation pour soutenir la gestation? Donc, il n'y a pas de réponse parfaite, malheureusement, dans ce genre de cas. L'aliment thérapeutique ne répondra pas forcément aux besoins essentiels de la gestation dans les minéraux les plus importants, dans les nutriments les plus importants, énergie, protéines et minéraux que sont le calcium et le phosphore. Donc, on doit mettre en place un compromis. Et ce qu'on a fait, on s'est basé en fait sur ce qu'il y a un peu dans les livres de référence et sur la courbe de croissance, de gain de poids pendant la gestation chez la chienne. Donc, rappelez-vous ce que j'ai dit au début. Pendant cette première phase de la gestation, jusqu'à 40 jours de gestation, on va généralement maintenir la chienne sous un aliment type maintenance. Et ce qu'on a fait ici, en fait, c'est que pendant ces 40 premiers jours de gestation, on n'a pas fait de modification alimentaire. On a laissé la chienne sous un aliment sous son aliment thérapeutique, sans aucune modification. Encore une fois, on a priorisé le niveau énergétique. On n'a pas forcément le niveau de protéines requis et le niveau de minéraux, mais on a joué sur les conditions énergétiques, pour le coup, en n'apportant aucune modification alimentaire pendant ces 40 premiers jours. Et pendant la phase maximale de croissance des chiots, pendant ces 20 derniers jours, ce qu'on a fait, c'est qu'encore une fois, on est resté avec l'aliment thérapeutique. On a préféré rester avec l'aliment thérapeutique qui permet de mieux contrôler les signes cliniques de la condition chronique. Mais on a augmenté les quantités nourries, les quantités distribuées à la chienne par plus 10% par semaine jusqu'à la mise bas. Ce qui veut dire qu'en fait, au moment de la mise bas, on est arrivé à peu près 40% en plus que ce qu'elle mangeait en quantité avant ça. Donc pour le coup, là encore, on a priorisé la quantité d'énergie qu'on va donner à la chienne en augmentant les quantités d'aliments qu'on lui fournit. Pas forcément la meilleure réponse alimentaire pour la gestation, mais rappelez-vous, ici, on est dans un cas où justement on doit jongler entre besoins nutritionnels pendant la gestation et besoins nutritionnels liés à la maladie chronique. Donc, et c'était le meilleur compromis qu'on pouvait faire dans ce genre de cas, en gardant l'aliment thérapeutique et juste en augmentant les quantités par 10% par semaine dans les 20 derniers jours de gestation pour le coup. Donc ici, c'était un compromis et je pense qu'il était important de dire au client, de bien expliquer au client
les risques éventuels qu'on pouvait avoir dans ce genre de cas. Un des premiers risques, c'est lié à la quantité d'aliments qu'on doit donner à la chienne. Donc, comme on augmente de plus 10% par semaine la quantité d'aliments sur la fin de la gestation, il est possible que certaines chiennes aient des difficultés à manger l'intégralité de leur ration. Alors ça, c'est surtout vrai sur des chiennes de petite taille ou de taille moyenne, parce que rappelez-vous que pendant la gestation, l'utérus grossit, comprime l'estomac, et en comprimant l'estomac, diminue le volume stomacal et la capacité des chiennes justement à ingérer l'intégralité de leur repas. Donc, pour le coup, c'est un risque important à mentionner aux clients. Une des façons de surmonter ce type de problème est éventuellement de fractionner les repas la quantité d'aliments distribués en plusieurs petits repas sur la journée et de s'assurer que la chienne consomme l'intégralité de ces petits repas. Encore une fois, c'est un compromis et c'est important pour les gens de bien suivre le comportement alimentaire de leur chienne pour être sûr qu'elle ingère un maximum de ce qu'on lui distribue, parce que là, on peut avoir un challenge lié justement à la taille de l'utérus et au fait que l'utérus comprime justement l'estomac. L'autre challenge auquel on peut avoir à faire face, c'est que comme cette nutrition n'est pas forcément optimale sur certains nutriments, ça peut automatiquement impacter deux choses. Un, la qualité du lait, puisque la qualité du lait produit par la chienne dépend de la nutrition pendant la gestation, mais également la vitalité, la vivacité des chiots à la naissance. On sait aujourd'hui que les chiots à la naissance, ils ont de très faibles réserves énergétiques et qu'en fait, ces réserves proviennent de la façon dont la mère a été nourrie pendant la gestation. Donc, si jamais cette nutrition n'est pas optimale, il est possible que ces chiots soient entre guillemets un peu plus faibles, un peu moins vivaces, un peu moins énergétiques et que du coup, il y ait plus de risques de les voir avoir des difficultés entre guillemets à démarrer juste après la mise bas. Donc, il est important de mentionner ces risques aux clients et de bien les briefer sur les soins à administrer aux nouveau-nés pendant les premiers moments après la mise bas pour être sûr justement qu'ils arrivent à compenser et à aider ces chiots si besoin est. Et à ce titre, je pense qu'il est important pour vos clients d'avoir deux choses absolument sous la main. Première chose, c'est un thermomètre. Alors pourquoi un thermomètre? Je vous dis ça parce que souvent, quand nos chiots vont pas bien, le premier réflexe qu'on a immédiatement, c'est de les biberonner. Oh, ils vont pas bien, tout de suite, on va les biberonner. Néanmoins, nos chiots nouveau-nés sont souvent sujets à de l'hypothermie. Donc, la température normale d'un chiot nouveau-né, c'est 36 degrés Celsius à la naissance. Mais si elle tombe en dessous de 34 degrés Celsius, ce qui est possible parce que les chiots ne sont pas capables de réguler leur température interne pendant les 3 premières semaines de vie, si elle tombe en dessous de 34 degrés Celsius, cette température interne, ils ne sont plus capables de digérer. Et s'ils ne sont plus capables de digérer et que vous les nourrissez, pour le coup, le lait s'accumule dans l'estomac, celui-ci va gonfler, on a un risque de fausse déglutition et par la suite de bronchopneumonie, etc., qui peuvent avoir des conséquences fâcheuses, bien évidemment, sur la santé du chiot. Mais néanmoins, c'est pour ça qu'avant de nourrir un chiot, avant de lui donner un biberon, important de toujours prendre sa température. Il doit être au moins à 36 degrés de température interne, ce qui vous permet de dire qu'on a une bonne motilité intestinale et que le transit digestif est fonctionnel. Deuxième chose à faire de la part de vos clients, une des meilleures façons de suivre la santé des chiots nouveau-nés, c'est de les peser au quotidien, d'avoir une balance. Encore une fois, un chiot en bonne santé, et ça c'est la règle, prend du poids de façon quotidienne. Si jamais, alors ils peuvent parfois perdre jusqu'à 10% de leur poids de naissance dans le premier jour, parce que lorsqu'ils vont expulser en fait le méconium, ces premières selles, pour le coup, on peut avoir une petite perte de poids, mais par la suite, ils doivent prendre du poids. Si jamais ils stagnent, ils font un plateau où ils perdent du poids, souvent vous verrez ce type de signe clinique, ce type de signe apparaître 24 heures avant l'apparition d'autres signes cliniques. Et pour le coup, quand vous observez ce genre de choses, il est essentiel, ça vous dira tout de suite, ok, peut-être que le lait n'est pas d'assez bonne qualité, peut-être qu'ils n'ont pas accès à la mamelle et qu'ils sont trop faibles. Donc là, pour le coup, après encore une fois avoir vérifié la température, vous pouvez les passer, les biberonner. Mais ce sont deux choses essentielles à indiquer à vos clients, parce que comme ça, ils pourront s'assurer de la bonne vitalité et du bon développement de leur chiot nouveau-né. Donc, dans le cas de Stella ici, fort heureusement, on a fait ce protocole nutritionnel et elle a mis bas par la suite. Les chiots étaient en bonne santé, les propriétaires n'ont pas eu besoin d'intervenir, mais je pense que c'est toujours important dans ce genre de cas de bien leur mentionner les challenges éventuels auxquels ils peuvent avoir à faire face pour qu'ils soient préparés. Parce que le mieux ils sont préparés,
le mieux ils pourront aider ces chiots et la chienne éventuellement. Et qu'en serait-il en fait si Stella, au lieu d'être une chienne, était une chatte? Alors, c'est une question importante, je pense, parce qu'il y a 3 ans de ça, j'avais fait des conférences dans les différentes écoles vétérinaires à travers le Canada. Et c'était une question que je posais aux étudiants. Comment vous nourrissez une chatte gestante? Est-ce qu'on la nourrit de la même façon qu'une chienne gestante? Et là, c'était intéressant parce que la majorité ont répondu oui, oui, on la nourrit de la même façon qu'une chienne gestante. Et je pense que c'est souvent une erreur qu'on fait en médecine vétérinaire, souvent pour le chat. Quand on ne sait pas trop la réponse, on va dire un chat, ça doit fonctionner comme la petite version d'un petit chien. Alors, or, on sait aujourd'hui que dans beaucoup de cas, sur beaucoup de points, ce n'est pas le cas. Et un de ces points, c'est la gestation notamment. Vous vous rappelez de cette courbe, c'est le gain de poids pendant la gestation chez la chienne. Donc, vous voyez, c'est basé sur cette courbe, on va justement déterminer comment nourrir une chienne durant la gestation, on l'a déjà expliqué, mais regardez maintenant la courbe de gain de poids chez le chat pendant la gestation. Radicalement différente. Vous voyez qu'en fait, chez la chatte, il commence à gagner du poids dès le début de la gestation. Et ça, c'est un trait particulier de leur physiologie qui est en fait en relation avec leur capacité à produire du lait pendant la lactation. La chienne, pour produire du lait pendant la lactation, va en fait utiliser comme source de nutriments essentiellement l'alimentation. Ce que vous lui donnez à manger pendant sa période de lactation va l'aider à soutenir sa lactation. Chez la chatte, c'est différent. Les besoins nutritionnels, notamment en énergie, sont tellement importants pendant la lactation que l'aliment seul ne suffit généralement pas à soutenir ses besoins en lactation. Donc pour le coup, pendant la gestation, la chatte va accumuler des réserves pour justement être capable d'utiliser ces réserves pendant la lactation pour soutenir la gestation. Donc du coup, contrairement à la chienne, chez la chatte gestante, on va augmenter les quantités distribuées d'aliments dès le début de la gestation et on va augmenter par plus 10% par semaine dès le début de la gestation. Alors rappelez-vous, chez la chienne, on fera ça uniquement vers 40 jours de gestation. Donc ce graphe-là nous indique également autre chose. Donc je ne sais pas si vous aimez les mathématiques, moi c'est un truc dont je suis gaga, mais en fait quand on regarde ces graphes, on voit qu'il y a une sorte de pattern assez régulier de la croissance, de la prise de poids pendant la gestation chez la chienne et chez la chatte. Et grâce à ça, on a d'autres données dans les livres de référence qui sont hyper utiles, comme par exemple, on sait qu'une chienne, au moment de la mise bas, devrait peser de façon optimale entre 115 et 125% de son poids de forme. Chez la chatte, au moment de la mise bas, elle devrait peser entre 140 et 150% de son poids de forme. Quand on regarde la façon dont elles prennent du poids pendant la gestation sur le graphe et qu'on connaît le poids optimal et ses fourchettes donc, qui sont tolérables au moment de la mise bas, ça nous permet en fait de créer un modèle mathématique qui nous permet pour le coup d'extrapoler et de suivre en fait la prise de poids pendant la gestation. Et c'est quelque chose qui je pense est important parce que quand je travaillais à l'école vétérinaire d'Alfort, souvent les clients me disaient bah oui, on se concentre beaucoup sur la mise à la reproduction, sur la mise bas, mais entre ces deux périodes, pendant la gestation, on ne fait pas grand-chose, il n'y a pas vraiment de suivi mis en place sur nos animaux. Une des choses que vous pouvez faire en termes de suivi, c'est suivre la façon dont dont ces mères prennent du poids pendant la gestation. Et encore une fois, quand on connaît les courbes de croissance normales pendant la gestation et le poids optimal de la chienne avant mise à la reproduction, on peut déterminer si elles sont dans des courbes de croissance normales pendant la gestation, si elles prennent du poids normalement pendant la gestation. Et ça vous permet de déterminer juste en la pesant si au contraire elle n'a pas un excès de poids ou si elle n'a pas pris assez de poids par rapport à ce qui devrait être normal pendant la gestation. Donc, si vous aimez créer des modèles mathématiques, ceux-ci sont vraiment très simples à faire. Si vous n'aimez pas ça et que vous haïssez beaucoup les maths, ne vous inquiétez pas, parce que c'est quelque chose que j'ai créé. J'ai créé des petits tableaux Excel qui vous permettent justement, en fonction du poids optimal de l'animal, de déterminer quel poids il devrait peser pendant la gestation. Donc, ce sont des tableaux que je partagerai avec vous dans les notes suite à la présentation, que vous pourrez pour le coup utiliser en clinique si jamais vous avez besoin de mettre en place ce type de suivi. Encore une fois, on parlait de diversifier nos activités. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut proposer aux clients qui permet de bien suivre les animaux pendant la gestation aujourd'hui pour le coup. Donc, vous avez compris que la nutrition est vraiment essentielle pendant la gestation chez la chienne, chez la chatte. Ça va directement influencer, comme on l'a dit, le déroulement de la mise bas, la santé des chiots et des chatons.
Et on a vu que les 3 nutriments essentiels sont vraiment l'énergie, les protéines et les minéraux, puisque c'est ce qui va participer à la croissance de ces chiots, à l'ossification des squelettes, etc., à la construction de leurs organes. Mais il y a d'autres nutriments qui peuvent également jouer un rôle important et intéressant pendant la gestation. Le premier que je voudrais discuter rapidement, c'est l'acide folique. Vous savez que chez la femme, on recommande de supplémenter en acide folique pendant la gestation, les femmes, pour diminuer l'incidence des fentes palatines. Et chez la chienne et chez la chatte, les fentes palatines sont l'anomalie congénitale numéro 1 qu'on rencontre chez les nouveau-nés. Donc pour le coup, chez la chienne notamment, on a des publications qui montrent que supplémenter en acide folique pendant la gestation va entraîner une diminution de l'incidence des fentes palatines dans cette espèce. Et c'est quelque chose d'important à savoir puisqu'une étude qui est parue en 2012 a montré en fait que 10% des chiennes de reproduction, au début des chaleurs, ont une carence en acide folique. Et ce, même si elles sont nourries avec un aliment complet et un aliment équilibré et qu'elles sont en bon état d'embonpoint avant la mise à la reproduction. Et ça, c'est sans doute lié à des besoins accrus en acide folique pendant la période des chaleurs et pendant le début de la gestation. Donc 10% dans une population, ce n'est pas négligeable. Et pour le coup, ça nous pousse aujourd'hui à recommander la supplémentation de ces chiennes en acide folique dès le début des chaleurs pour prévenir justement ce risque de fente palatine. Donc aujourd'hui, la supplémentation en acide folique, on recommande de la faire depuis le début des chaleurs jusqu'à 40 jours de gestation à peu près. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce développement des fentes palatines est lié au développement d'une structure qu'on appelle le tube neural chez les chiots et chatons. Et ce tube neural, en fait, il se ferme vers 40 jours. Donc, après 40 jours, aucun intérêt de supplémenter en acide folique. Pour le coup, la supplémentation, on recommande vraiment de la faire de 0 à 40 jours chez les femelles gestantes. D'autres nutriments qui peuvent être intéressants pendant la gestation chez la chienne, ce sont les acides gras oméga 3, EPA, DHA. On sait aujourd'hui qu'en fait, la chienne et la chatte gestante ont des capacités limitées à produire ces acides gras. Et ces acides gras, en fait, participent au développement du cerveau, de la fonction de la vision chez les chiots et chatons. Quand les chiennes sont supplémentées en EPA, DHA pendant la gestation, en fait, ces nutriments vont s'accumuler dans le cerveau, dans les yeux des nouveau-nés. Et pour le coup, à la naissance, ces animaux ont des meilleures capacités cognitives et visuelles comparées à des chiots qui n'auraient pas reçu ce type de supplémentation. Donc clairement, aujourd'hui, c'est quelque chose également qu'on va recommander pendant la gestation pour favoriser le développement cérébral et visuel des chiots et chatons. Le troisième type de nutriment qui, je pense, est intéressant de supplémenter l'animal pendant la gestation avec, ce sont les antioxydants. Alors, pourquoi les antioxydants? Vous avez certainement entendu parler de stress oxydatif et de radicaux libres, etc. On en parle beaucoup aujourd'hui parce que ce sont des processus et des molécules qui sont impliquées dans les phénomènes de vieillissement et de lésions musculaires. Il faut savoir que la gestation est un des stades où on a une augmentation de la production des radicaux libres. Et pour le coup, on a des données chez la chienne qui montrent que dans l'utérus, on a une concentration plus importante de radicaux libres pendant la gestation, justement. Donc, pour combattre les radicaux libres, aujourd'hui, on utilise des antioxydants. Et pour le coup, puisqu'on a ces données qui montrent qu'on en a plus pendant la gestation, ça coule de sens. Ça semble tout à fait logique de recommander cette supplémentation en antioxydants chez la chienne pour optimiser le milieu utérin et également diminuer les risques de lésions éventuelles que ces radicaux libres pourraient causer sur la muqueuse utérine. Il faut savoir garder à l'esprit, on n'a pas ce type de données chez la chienne et ce serait relativement difficile à prouver dans des espèces polytopes comme les canidés, mais chez les grands animaux et chez l'être humain, la supplémentation en antioxydants pendant la gestation a fait l'objet de plusieurs publications et certaines démontrent même un effet positif sur la fertilité. Donc encore une fois, difficile à prouver chez la chienne parce que c'est une espèce polytope, mais pour le coup, ce serait clairement une façon intéressante d'optimiser le milieu utérin et certainement de limiter les dommages que pourraient causer les radicaux libres au niveau utérin pendant la gestation. Donc ça, c'était le premier cas que je voulais vous décrire. Et pour le deuxième cas, je vais vous parler un petit peu de ce que je faisais quand je travaillais en région parisienne, en France. Donc, quand j'étais un jeune vétérinaire, j'ai démarré, comme la plupart d'entre nous, en faisant des gardes d'urgence. Donc, vous voyez ici une des cliniques où je travaillais dans la région de Vincennes. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que quand vous faites des gardes d'urgence
en région parisienne le week-end. 15 millions d'habitants, beaucoup de passionnés de chiens et de chats. Généralement, vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous ennuyer quand vous êtes d'urgence parce que vous voyez des cas arriver, vous voyez vraiment une très grande variété de cas cliniques pour le coup. Et un jour, justement, j'ai vu arriver cette petite chienne, donc Zaza. C'était un dimanche après-midi et tout d'un coup, quelqu'un a ouvert la porte violemment de la clinique et un couple est rentré en hurlant. Il tenait dans la main ce petit bichon de 2 ans en hurlant elle a des convulsions, où est le vétérinaire, on doit voir le vétérinaire tout de suite. Donc, bien évidemment, à leur ton, j'ai compris qu'ils étaient très, très anxieux. Mais je suis sûr que c'est des situations que vous voyez également régulièrement lors d'urgence. Et après avoir passé 2 minutes à leur expliquer que c'était bien moi, le vétérinaire, qui était de garde, j'imagine qu'à l'époque, j'étais trop jeune et qu'ils avaient du mal à croire que c'était moi le vétérinaire de garde. Mais bref, on a finalement réussi à aller à la salle de consultation et où ils m'ont expliqué qu'en fait, la chienne avait commencé à présenter depuis le début de la matinée des convulsions, elle était hyperactive, elle haletait, et puis qu'elle avait des spasmes musculaires. Et finalement, elle s'est mise à convulser, donc ils ont directement couru à la clinique pour voir ce qui se passait. Et quand ils ont posé la chienne sur la table, il y a 2 choses qui m'ont surpris, qui m'ont marqué tout de suite. Un, elle était gestante. Bien évidemment, quand ils la tenaient dans les bras, je ne m'en étais pas rendu compte, mais là, aucun doute, la chienne était gestante quand ils l'ont posée sur la table, et d'après les propriétaires, elle était censée mettre bas dans la semaine qui suivait. Et 2, regardez les mamelles ici. Les mamelles étaient remplies de lait. Elles étaient engorgées. Donc la chienne produisait du lait, ce qui n'est pas forcément anormal. Hein. Rappelez-vous que la production de lait peut commencer chez la chienne jusqu'à 20 jours avant la mise bas. Pas fréquent, mais pas anormal non plus. Donc ici, on avait une chienne gestante qui était en lactation, qui présentait des convulsions. J'ai pris sa température, elle était à 39,6, donc légèrement hyperthermique. Le tableau clinique, pour moi, était tout de suite assez évocateur. Alors, on aurait pu bien évidemment penser à de l'épilepsie, on aurait pu penser à une sorte d'empoisonnement. Mais je dois avouer que certainement, parce qu'à la même époque, j'avais commencé ma résidence en reproduction des animaux domestiques à Alfort, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était à une éclampsie, à une crise d'éclampsie. Alors, l'éclampsie, c'est un terme que vous avez peut-être déjà entendu également en médecine humaine. Éclampsie, rappelez-vous qu'en médecine humaine, c'est quelque chose de totalement différent qu'en médecine vétérinaire. En médecine humaine, l'éclampsie fait référence en fait à un état d'hypertension pendant la gestation chez la femme. Alors qu'en médecine vétérinaire, l'éclampsie en fait fait référence au métabolisme calcique chez ces individus. En fait, l'éclampsie correspond à de l'hypocalcémie chez la chienne gestante, ou en lactation. Et cette hypocalcémie, justement, va induire les signes cliniques que je viens de vous décrire et qu'on rencontrait chez Zaza. Donc, truc assez intéressant. Alors, je vous ai remis ici le métabolisme de la régulation de la concentration de calcium, de l'homéostasie calcique chez la chienne. On ne va pas rentrer dans les détails parce que mais c'est juste pour vous montrer que ce métabolisme calcique est hautement régulé. Donc, en fait, l'organisme est capable de réagir généralement bien et de bien contrôler les variations de concentration de calcium chez les individus adultes. Et quand vous suspectez une crise d'éclampsie, une des choses qu'il faudrait faire systématiquement, c'est mesurer la calcémie sanguine chez ces individus. Ce que je n'ai pas fait ici. Je me suis focalisé sur les signes cliniques. Très souvent, en fait, l'éclampsie est un diagnostic qu'on fait sur la base de la clinique, mais je pense qu'une des choses que vous pouvez faire si vous avez un doute et si vous voulez être sûr, parce qu'encore une fois, on peut avoir 1001 présentations cliniques différentes, mesurer la calcémie, ça vous indiquera tout de suite si effectivement on a affaire à un cas d'éclampsie ou pas. Et comme on suspecte une hypocalcémie ou si on confirme une hypocalcémie, une des choses à faire, bien évidemment, c'est de compenser cette hypocalcémie en administrant du calcium à la chienne. Et pour le coup, généralement, on va opter pour une injection intraveineuse de gluconate de calcium. Alors, dans ce cas-là, nous avons utilisé une solution de gluconate de calcium à 10% et nous avons injecté cette solution de façon très très lente jusqu'à ce qu'on observe un effet clinique chez Zaza. Et en fait, chez cette chienne, au bout d'une demi-heure, les signes cliniques avaient disparu et elle était à nouveau sur ses pieds, presque prête à repartir, comme si de rien n'était. Donc, lors de cas d'éclampsie, quand vous allez supplémenter en calcium ces individus,
on va avoir généralement une très bonne réponse clinique et une réponse clinique très très rapide. Deux points que je voudrais souligner ici. Ici, vous voyez qu'on a utilisé une solution de gluconate de calcium. Les solutions de calcium, en fait, il y en a mille et une différentes en fonction des pays, même en fonction de vos fournisseurs. Vous pouvez utiliser du borogluconate de calcium, du lactate de calcium, du propionate de calcium, du chlorure de calcium. Donc les présentations sont très très variées et le pourcentage varie également. Donc il est toujours important de pouvoir comparer ces différentes solutions. Encore une fois, nous en Europe, on utilise principalement le gluconate de calcium à 10% puisque c'est la solution la plus simple, la plus facilement accessible en médecine vétérinaire. Mais si vous utilisez d'autres types de solutions, il est important de pouvoir comparer aux posologies que j'utilise ici. Et dans le document que vous aurez suite à cette présentation, je vous ai mis un petit tableau justement qui vous permettra facilement de comparer les différents types de solutions de calcium auxquelles vous avez accès. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ici, à l'époque, j'étais jeune vétérinaire qui n'avait peur de rien. Quand j'ai supplémenté en calcium cette chienne, quand je lui ai mis du coup la perfusion de calcium, j'ai pas fait de monitoring ECG. Je n'ai pas mis en place de CG, je n'ai pas surveillé en fait les modifications du rythme cardiaque. Ce qui, à mon sens, et si je devais le refaire aujourd'hui, je mettrais un ECG parce que c'était clairement une erreur. On sait que quand on va injecter du calcium, on a un risque, ce calcium risque de perturber en fait les contractions cardiaques et on peut avoir affaire à des arythmies. On recommande, comme je vous l'ai dit au début, d'injecter le calcium jusqu'à ce qu'on obtienne un effet clinique. Mais il est important de surveiller la fonction cardiaque parce que si jamais vous avez des modifications de l'ECG et apparition d'arythmie, il est clair qu'il vaut mieux tout de suite stopper la supplémentation calcique. Donc, important à garder. Et parfois, vous aurez peut-être besoin d'injecter jusqu'à 20 millilitres de calcium IV avant d'avoir une réponse clinique. Donc, gardez à l'esprit, alors l'intraveineuse doit être lente, le débit doit être très lent, clairement, mais en plus de ça, vous devez surveiller la fonction cardiaque pour être bien sûr de ne pas passer à côté de quelque chose, d'un problème cardiaque lié à l'injection de calcium. Et comme je vous l'ai dit, dans le cas de Zaza, fantastique, une demi-heure après, plus de signes cliniques. Donc on pourrait dire, ah ben super, elle est stabilisée, on la renvoie à la maison. Mais dans ce type de cas, on a toujours peur que lorsqu'on la renvoie à la maison tout de suite, et ben malheureusement, elle fasse une récidive et que pour le coup, les clients reviennent. Et souvent, même dans des cas d'éclampsie, dans les cas très sévères, le pronostic vital de l'animal peut éventuellement être en cause. Donc ce qu'on a fait ici, c'est qu'on l'a gardé hospitalisé pendant 24 heures. Et en fait, toutes les 8 heures, on lui a injecté en sous-cutané une solution de calcium. Là encore, alors, dans ce cas-là, on avait utilisé en fait un mix un mélange en fait à base de 50% de NaCl à 0,9%, plus 50% de solution de gluconate de calcium à 10%, qu'on injectait en sous-cut à cette posologie, 0,3 ml kg pour les petits chiens, 0,5 ml kg chez les grands chiens. Et 24 heures après, elle n'avait pas refait de crise d'éclampsie. Pour le coup, on a pu la renvoyer chez elle. Donc, une des choses que je voulais mentionner ici, alors bien évidemment, quand on a affaire à une crise d'éclampsie, la première chose, c'est de traiter l'urgence. Mais vous avez peut-être remarqué que là, on a affaire à une crise d'éclampsie pendant la gestation. Pas la présentation la plus fréquente, puisque la plupart des cas d'éclampsie que vous verrez chez la chienne surviennent généralement pendant la lactation. Très souvent aux alentours de 3 semaines de lactation, quand la chienne est à son pic de lactation, justement où elle a besoin d'exporter des quantités massives de calcium pour justement alimenter la production de lait. Ici, ce n'était pas le cas, mais si jamais vous avez affaire à un de ces cas pendant la lactation, je pense qu'il est important, alors bien évidemment, traiter l'urgence chez la chienne, mais pas oublier de considérer qu'est-ce qu'on va faire avec ces chiots. Puisque ces chiots à la mamelle, il est bien évident que si on remet les chiots à téter tout de suite, alors qu'on vient tout juste de stabiliser la chienne, il est possible qu'à nouveau, il y ait une grosse demande en besoin calcique, parce qu'en tétant, il stimule la production de lait, et que pour le coup, à nouveau, on ait une crise d'éclampsie qui se réinstalle. Donc sur les chiots, dans ce genre de cas, ce qu'on va recommander typiquement, c'est de les séparer de la mère et de les biberonner, de les passer sous un lactoremplaceur dédié à l'espèce canine. Et éventuellement, si ces chiots sont généralement, comme je vous l'ai dit, cette éclampsie, elle survient vers 3 semaines. Donc si on est vers 3 semaines, ce qu'on va recommander pour le coup, c'est d'essayer de commencer à les sevrer. De mettre en place le sevrage alimentaire pour éviter justement des risques de récidive sur la mère.
Et une des choses qu'on va faire également sur la mère, c'est stopper sa lactation. On a aujourd'hui des protocoles médicaux très efficaces basés sur l'utilisation de l'antiprolactinique cabergoline pour stopper la production de lait chez la chienne. C'est clairement quelque chose qu'on recommandera de faire ici. Et là encore, si jamais vous êtes intéressé par ces protocoles médicaux, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je me ferai une joie de vous les communiquer. Donc, une fois qu'on avait stabilisé Zaza, je dois avouer que j'ai discuté un peu avec les propriétaires parce que, encore une fois, ce n'est pas un cas très fréquent d'une éclampsie pendant la gestation, même si c'est en fin de gestation. Donc, pour le coup, je discutais un petit peu avec eux pour essayer de mieux comprendre pourquoi cette crise d'éclampsie était survenue. Donc, bien évidemment, elle a beaucoup de facteurs de risque qui la prédisposent. L'éclampsie, on la retrouve principalement sur les chiennes de petite taille ou de taille moyenne. Ici, un bichon, déjà, on sait que ce sont des races prédisposées éventuellement, qui ont plus de risques de souffrir d'éclampsie. La taille de la portée était quelque chose que certains auteurs rapportent comme facteur de risque. Certains disent que lorsqu'on a une grosse portée sur une petite chienne, on a plus de chances de voir survenir une crise d'éclampsie. Mais aujourd'hui, certains auteurs ont publié qu'a priori, la taille de la portée n'a absolument pas d'effet. Donc, mais outre ces facteurs de risque, je me posais la question un petit peu, qu'est-ce qui aurait pu favoriser cette hypocalcémie si brutale en fin de gestation? Et en discutant avec le propriétaire, je me suis rendu compte qu'en fait, cette chienne, elle était nourrie avec une alimentation ménagère. Une alimentation ménagère basée essentiellement sur de la viande. Donc, on sait que la viande est fortement carencée en minéraux, notamment en calcium. Donc, pour le coup, comme son alimentation pendant la gestation n'était absolument pas adaptée avec cette alimentation ménagère, elle était pour le coup fortement carencée en calcium. Et comme elle avait commencé à produire du lait, dès que cette lactation a commencé et que les besoins en calcium ont augmenté parce qu'il fallait mobiliser plus de calcium pour la production de lait, eh ben, l'organisme n'a pas pu répondre aux besoins parce qu'il était carencé, ce qui a entraîné pour le coup la crise d'éclampsie. Donc vous comprenez encore une fois pourquoi l'alimentation joue un rôle si essentiel pendant la gestation chez la chienne. Donc, bien évidemment, on pourrait se demander comment est-ce qu'on peut prévenir l'apparition de ce genre de crise. Et il est évident, après ce que je vous ai dit, qu'une alimentation équilibrée pendant la gestation, donc respecter le plan de rationnement, le plan de nutrition qu'on a évoqué au tout début de cette conférence, est essentiel pour limiter les risques liés justement à l'éclampsie. Si l'animal a ses besoins comblés, notamment en minéraux, pendant la gestation, c'est pour le coup la meilleure façon de prévenir l'apparition de ces crises d'éclampsie. Mais une chose importante, et là c'est encore un mythe contre lequel on doit lutter, qu'on voit beaucoup en élevage canin félin et qu'on peut trouver en ligne, ces chiennes gestantes ne doivent pas être supplémentées de façon excessive en calcium pendant la gestation. Alors, comprenez-moi bien ici, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin d'augmenter le rapport calcique, on aura besoin d'augmenter les quantités de calcium qu'elles reçoivent, notamment en fin de gestation. Rappelez-vous, c'est pour ça justement qu'on va les passer à un aliment type aliment croissance qui contient plus de calcium justement pour assurer un bon développement osseux de ces chiots. Mais parfois, même quand les gens vont faire ça, on a des bruits en ligne qui disent que dans ces cas-là, il faut quand même rajouter par-dessus un supplément calcique parce que ces aliments n'apportent pas suffisamment de calcium, etc. pendant la gestation. Aujourd'hui, on sait que ces supplémentations excessives pendant la gestation et pendant la lactation sont associées à une plus grande fréquence des cas d'éclampsie. Alors, un des premiers mécanismes qui a été évoqué est que comme on donne beaucoup trop de calcium, ça met au repos le système de régulation de l'homéostasie calcique et que pour le coup, quand l'organisme a besoin d'en exporter une grande quantité, il ne sait plus vraiment comment réagir et pour le coup, on induit une hypocalcémie secondaire parce que l'organisme n'est pas capable de répondre à l'augmentation des besoins suite à une surstimulation du système de régulation de l'homéostasie calcique. Cependant, aujourd'hui, on sait que chez les adultes, la régulation de la calcémie sont vraiment des mécanismes très très bien régulés, c'est une horlogerie très très bien huilée. Donc l'autre hypothèse qu'on a également sur le mécanisme, c'est que comme on supplémente de façon importante en calcium, ça entraîne ce qu'on appelle un déséquilibre au niveau de la quantité de cations et d'anions que l'animal reçoit via son alimentation. Donc, comme elle est sursupplémentée en calcium,
on a du coup beaucoup plus de cations qui sont fournis pendant la gestation et cet excès de cations en fait va avoir une influence sur le pH du sang, notamment l'équilibre entre les acides et les bases dans le sang. Et pour le coup, cette modification entraîne une acidose métabolique qui peut induire secondairement une hypocalcémie pour le coup. Donc, le mécanisme reste encore un peu flou, mais quoi qu'il en est, on sait aujourd'hui de façon certaine qu'il n'est pas recommandé de supplémenter une chienne en calcium si elle reçoit déjà une alimentation adaptée pendant la gestation et pendant la lactation. Alors, par contre, je vais vous mentionner une petite exception ici. On a certaines chiennes qui semblent prédisposées à développer des crises d'éclampsie. Typiquement, ce sont des chiennes qui sont nourries avec une alimentation équilibrée pendant la gestation, pendant la lactation, mais qui, malgré ça, développent une éclampsie et qui, en fait, récidivent souvent aux mises à la reproduction qui suivent. Donc, j'ai eu quelques cas sur ce type de chienne qui, malgré une alimentation adaptée, récidive et développer de l'éclampsie et en fait récidiver à chaque fois qu'elles étaient mises à la reproduction. Quand vous avez tous ces facteurs qui apparaissent et que vous pensez que ces animaux sont fortement prédisposés à développer de l'éclampsie malgré une alimentation adaptée, uniquement dans ces cas-là, on pourrait considérer la supplémentation en calcium pendant la gestation pour le coup, et en fin de gestation et pendant la lactation. Et pour le coup, on utilisera les posologies que je vous ai montrées un peu avant, là 0,3 ml kg pour les petites chiennes, 0,5 ml kg pour les grandes chiennes, mais ce serait uniquement dans ces cas où vous aurez l'impression d'un point de vue clinique que les chiennes récidivent, et ça c'est généralement quand elles sont, vous pourrez penser à ça quand elles sont nourries avec un aliment équilibré pendant la gestation, et si malgré tout, elles développent de l'éclampsie et qu'en fait on a eu plusieurs épisodes, un historique d'éclampsie sur plusieurs portées pour le coup. Donc, quelque chose à garder. C'est vraiment la seule exception à la règle pour le coup, mais que vous pouvez rencontrer dans certains cas où les chiennes sont vraiment prédisposées à l'éclampsie. Donc, on a vu comment on peut approcher ces cas d'éclampsie, mais ce n'est pas la seule situation d'urgence qu'on peut avoir liée à la gestation et où la nutrition joue un rôle. Donc, laissez-moi vous parler maintenant de Vega, cette canet corso de 2 ans qui, en fait, était la chienne de notre ancienne assistante. Et un jour, donc, pendant une garde, la chienne arrive en consultation parce que elle était gestante, elle était censée mettre bas dans les jours qui venaient, mais sa propriétaire trouvait qu'elle était un peu faible, moins enjouée, moins active que d'habitude, et elle voulait s'assurer que tout se passait bien. Donc elle vient nous voir en urgence pour essayer pour qu'on fasse un petit check-up, juste pour s'assurer que tout se passe pour le mieux. Et alors face à ce type de tableau clinique, abattement, léthargie, moins enjoué. Je dois avouer qu'en premier, je me suis dit, peut-être qu'on a affaire là encore à un cas d'éclampsie. La chienne est en fin de gestation, elle produisait du lait. Peut-être que c'est une forme atypique d'éclampsie. Donc, là encore, je me suis basé sur mon diagnostic clinique et j'ai commencé à la mettre sous supplémentation de calcium, exactement comme décrit dans le cas précédent. Même approche, sauf qu'au bout de 2 heures, on n'avait aucune rémission des symptômes cliniques, aucune amélioration. Et comme je vous l'ai dit, quand on a affaire à un cas d'éclampsie, généralement, suite à la supplémentation en calcium, les animaux récupèrent très très rapidement. Dans Zaza, une demi-heure après, elle était à nouveau debout sur ses pieds. Là, 2 heures après, aucune amélioration. Donc pour le coup, je me suis dit, j'ai peut-être manqué quelque chose. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un examen sanguin et notamment, j'ai regardé la glycémie. Donc, une chose que je vous recommande, quand vous avez des chiennes qui viennent en fin de gestation et qui présentent du coup des signes de ce type, abattement, léthargie, etc., mesurez toujours la glycémie et le calcium. Et ici, quand j'ai mesuré la glycémie, voilà ce que j'ai trouvé. 0,6 g par litre. La chienne était en hypoglycémie ici. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, oui, effectivement, j'ai manqué quelque chose. Parce que ici, on a affaire à un cas de toxémie de gestation, ou ce qu'on appelle également cétose de gestation. Si j'avais fait une bandelette urinaire sur cette chienne, j'aurais également trouvé des corps cétoniques sur la bandelette urinaire associés à l'absence de glucose dans les urines, ce qui est souvent pathognomonique de toxémie de gestation. Également, ces chiennes ont généralement une haleine qui a l'odeur de pomme rainette. Alors moi, je suis anosmique, j'ai du mal à sentir ces choses-là, mais c'est un signe clinique sur lequel vous pouvez également vous baser. Donc, la toxémie de gestation est quelque chose qu'on peut facilement diagnostiquer pour le coup, et quelque chose en fait qui est lié à un défaut de prise de glucides pendant la gestation, notamment en fin de gestation,
qui survient généralement sur un, les chiennes qui ont une alimentation non adaptée, et deux, les chiennes qui développent une anorexie en fin de gestation. Et c'était en fait le cas de cette chienne. Sa propriétaire nous a dit alors, effectivement, ça fait à peu près une semaine qu'elle ne mange plus. Et comme elle l'arrêtait de manger, du coup, comme elle ne recevait plus l'apport énergétique, les glucides nécessaires via son alimentation, l'organisme, pour compenser, s'est mis à utiliser les acides gras. Et alors, je vais vous zapper la partie biochimique, mais cette modification métabolique a conduit en fait à l'accumulation de corps cétonique, acétone, bêta-hydroxybutyrate, qui pour le coup a conduit à l'apparition de la toxémie de gestation. Donc là encore, ça vous indique un point tout bête, souvent qu'on ne mentionne pas aux clients, tellement il semble évident, mais nos clients doivent s'assurer que pendant la gestation, leur chienne mange correctement et qu'elle mange l'intégralité de l'aliment qu'on leur donne, en tout cas qu'elle mange de façon régulière. Quand un animal se détourne de son aliment pendant la gestation, plus de 24 heures, surtout en fin de gestation, il y a toujours un risque potentiel et si vous voulez mon avis, moi je recommanderais de faire un contrôle à la clinique vétérinaire pour s'assurer si on ne devrait pas mettre en place quelque chose, parce que le problème est que si elle ne mange rien, elle risque de développer cette toxémie de gestation. Et je le mentionne parce que dernièrement, j'ai eu quelques cas où en fait des chiennes ont mis bas à des chiots mort-nés et une des choses qui était rapportée justement, c'était que dans la semaine qui a précédé la mise bas, les chiennes s'étaient complètement détournées de leur aliment. Donc on sait aujourd'hui que la toxémie de gestation, alors certains auteurs pensent que ça augmente les chances de difficulté à la mise bas, mais d'autres disent que non, qu'on n'a pas forcément plus de difficultés à la mise bas. Donc il y a quelques petites controverses là-dessus, mais une chose sur laquelle on est sûr, c'est que lors de toxémie de gestation, on a une augmentation de la mortalité néonatale, ce qui peut expliquer pourquoi les cas que je vous ai mentionnés au préalable, les chiots étaient tous mort-nés à la naissance. Donc, encore une fois, c'est une condition importante à diagnostiquer et surtout à prévenir pendant la gestation pour justement optimiser les chances de survie de ces chiots nouveau-nés. Et donc, dans le cas de Vega ici, on l'a mis sous perfusion de dextrose 5% pour justement compenser cette hypoglycémie. Et là aussi, 2 heures après le début de la perfusion, la chienne était déjà beaucoup mieux. Cependant, dans des cas de toxémie de gestation, cette toxémie de gestation elle est favorisée par la présence de progestérone, qui est l'hormone qui maintient la gestation. Donc, dans ces cas de toxémie de gestation, on arrive généralement à améliorer les signes cliniques sur la mère, mais ceci dit, on a toujours beaucoup de mal avec les chiots. Plus les chiots restent présents, plus la gestation continue, en fait, plus en fait ça risque d'impacter la mère et on risque de voir ces signes cliniques revenir également. Donc, pour le coup, quand on a affaire à un cas de toxémie de gestation, on doit stabiliser la chienne, et une fois qu'elle est stabilisée, on doit penser à arrêter la gestation. Donc, dans un cas comme Vega, on était proche de la mise bas, on a pu faire une césarienne pour le coup, et sortir les chiots, et tout s'est très bien passé par la suite. Néanmoins, si on avait affaire à un cas où les chiots étaient avant 58 jours de gestation, donc 58 jours post-ovulation, là on sait qu'en faisant une césarienne, on a un risque accru malheureusement de voir ces animaux, d'avoir des prématurés, enfin pas accru d'ailleurs, on a un risque fort d'avoir des prématurés, et cette prématurité chez les chiots est généralement très très difficile, voire quasi impossible dans la plupart du cas à gérer. Donc, en fonction du stade de la gestation, il est important de garder ça à l'esprit, qu'on n'arrivera pas forcément à sauver les chiots, et pour la chienne, pour améliorer de façon durable sa condition, sa condition clinique, il faudra, quoi qu'il arrive, stopper cette gestation. En fin de gestation, on peut opter pour une césarienne. Si on est plus tôt dans la gestation, on peut avoir à considérer de faire un avortement médical pour le coup. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ces 3 petits cas de nutrition pendant la gestation dans l'espèce canine et un petit peu dans l'espèce féline. Donc vous comprenez que la nutrition pendant la gestation joue un rôle vraiment critique. On a à faire face à beaucoup d'idées reçues qu'on peut trouver sur Internet auxquelles nos clients sont exposés. On peut avoir des cas d'urgence qui peuvent être rencontrés lorsque cette nutrition n'est pas optimisée. Donc encore une fois, je pense qu'aujourd'hui en médecine vétérinaire, on essaye vraiment de diversifier nos activités et là, il y a matière à offrir des services nouveaux aux clients, notamment les conseiller correctement sur la nutrition pendant la gestation va vraiment les aider, encore une fois, à améliorer la santé de leur chienne et de leur chiot et d'éviter, entre guillemets, ces urgences, etc.
Donc, on a là vraiment un rôle important à jouer pour optimiser la santé de cette chienne et de ses chiots nouveau-nés. Et la clinique vétérinaire est vraiment le meilleur endroit, à mon sens, pour éduquer ce type de client. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez appris quelques trucs. C'est toujours un plaisir d'organiser et d'avoir ces webinaires avec vous sur l'utilisation de la nutrition chez la chienne et chez la chatte gestante. Donc je vais maintenant couper l'enregistrement et si jamais vous avez des questions, etc., je vais retourner sur le chat et n'hésitez pas à me les poser sur le chat. Je me ferai une joie d'y répondre. En tout cas, merci d'avoir assisté à cette présentation et à bientôt ou pendant des présentations en live ou sur d'autres webinaires. Une bonne journée.